Bienvenue dans cette revue d'actu environnementale de la semaine du 3 au 9 octobre, où je résume les actualités autour de l'environnement et de l'écologie. Au programme de l'actu chaud de cette semaine, le plan de sobriété du gouvernement pour passer l'hiver dévoilé, des élections brésiliennes décisives pour le futur de la lutte contre le dérèglement climatique, des jeux d'hiver dans un pays sans neige, l'Arabie Saoudite, et un hommage à Bruno Latour, philosophe très important sur les questions écologiques qui vient malheureusement de décéder. Et ensuite, direction comme toujours vers la piscine, la partie recommandations d'articles et de vidéos autour de l'environnement, et bien sûr, dans la description, tous les liens que j'utilise seront disponibles. On commence tout de suite l'actu chaude avec la une de la semaine. Comme toujours, les unes de Libé sont très évocatrices, avec ce pas très subtil mais très efficace clin d'œil au pull col roulé de Bruno Le Maire. Vous l'aurez compris, cette une entre en résonance avec le plan de sobriété que le gouvernement français a présenté ce jeudi 6 octobre dans une conférence de presse. Elle, pas très sobre. 9 ministres se sont succédés devant un parterre de 400 invités pour présenter les différentes mesures de ce plan de sobriété. L'objectif annoncé, réduire en 2 ans, d'ici 2024, de 10% la consommation totale d'énergie de la France par rapport à 2019. Ce plan a pour but de faire face à 2 crises. La crise énergétique qui se profile cet hiver du fait de la guerre en Ukraine et bien sûr la crise climatique en baissant les émissions de gaz à effet de serre. Alors, que contient ce plan de sobriété? Bien sûr, je ne vais pas lister toutes les mesures, sinon on est encore là demain. Et je vous mets des liens en description très complets. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est un mot, incitation. Le gouvernement d'Emmanuel Macron continue de se présenter en rempart face à ce qui est qualifié d'écologie punitive, c'est-à-dire une écologie par la réglementation et l'interdiction. La sobriété se veut incitative, sans entrave à la liberté de chacun. Et surtout, et là il y a un problème, sans contrôle pour voir si les mesures du plan seront réellement appliquées. D'ailleurs, une mesure de ce plan est, je trouve, particulièrement symptomatique de cette position. L'État va demander aux fonctionnaires de limiter leur vitesse sur les autoroutes à 110 km/h. Alors pourquoi que les fonctionnaires ? Pourquoi ne pas juste ramener la limite à 110 km/h pour tout le monde, comme le préconisait la Convention citoyenne pour le climat? Parce que sérieusement, qui croit qu'un mail à tous les fonctionnaires leur demandant de rouler à 110 km/h va régler les problèmes liés à la guerre en Ukraine et la crise climatique? Enfin bref, impossible de savoir si ces mesures de sobriété vont permettre d'atteindre leurs objectifs. Mais en dehors de ça, les ONG de protection de l'environnement pointent 2 problèmes dans ce plan de sobriété. Le premier, c'est qu'aucune forme de justice sociale n'est prévue. Chaque citoyen est responsabilisé de la même manière, alors que, comme le montrent ces graphiques, on sait que ce sont les individus les plus favorisés qui consomment le plus d'énergie. Deuxième gros problème, c'est que les mesures visent en premier la consommation d'électricité, et beaucoup moins les autres formes d'énergie comme le carburant des voitures. Alors pourquoi cela? Parce qu'en fait l'urgence du moment, c'est l'explosion des prix de l'électricité en Europe, du fait d'un système de production trop lié au gaz russe. Sauf qu'en France, l'électricité, c'est pas le secteur énergétique polluant en gaz à effet de serre, au contraire du transport ou de la consommation très importante de viande. Donc on opère une sobriété sélective car on veut passer l'hiver, mais en même temps on oublie les enjeux à long terme. Voilà un plan de sobriété qui soulève comme toujours de nombreux enjeux, on verra donc si on passera l'hiver grâce à lui. On passe à la deuxième grosse actu de la semaine, l'élection brésilienne qui a vu Lula, candidat de gauche, arrivé en cette fin de premier tour, 5 points devant le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Mais c'est aussi une défaite pour Lula. Les sondages le donnaient 15 points devant son rival, voire même élu dès le premier tour, ce qui requiert un score de 50%. Donc, pourquoi c'est si important au niveau environnement? Eh bien, car le Brésil abrite, on le sait bien, une grande partie de l'Amazonie, plus grande forêt primaire sur Terre, souvent qualifiée de poumon de la planète et menacée par la déforestation. 26% de sa superficie serait déjà perdue à jamais, sauf que cette forêt représente un enjeu mondial. Si elle est trop endommagée, son point d'équilibre changera. La forêt se transformera en savane, émettant d'immenses quantités de CO2. Et cela rendra totalement impossible de limiter le réchauffement climatique en dessous de la barre des 2 degrés Celsius. Il faut savoir que Lula et Bolsonaro ont tous les deux été présidents du Brésil, donc on peut comparer leur action environnementale. Lula, président de 2003 à 2011, a réduit par des réformes la déforestation de 80%, notamment par des moratoires sur le soja et la viande qui interdisaient la commercialisation de ces produits s'ils étaient issus de la déforestation. Le Brésil était même devenu un modèle de réforme autour de l'environnement. Jair Bolsonaro a lui un bilan inverse.
Climato-sceptique assumé, la nature est pour lui avant tout un moyen de faire du profit. Soutenu par les très riches propriétaires de l'agro-industrie, il s'est appliqué à permettre le saccage de toute zone naturelle au Brésil. En seulement 4 ans, voici son bilan, une augmentation de 50% de la déforestation en Amazonie, pareil dans le Cerrado, un grand écosystème de savane dans le centre du pays, une urbanisation massive en plein dans la Mata Atlantica, une jungle littorale, et j'en passe. Mais du coup, la question c'est maintenant, est-ce que si Lula est élu, le problème est réglé? Eh ben en fait, sûrement pas. Car Bolsonaro n'a pas que fait augmenter la déforestation en Amazonie. Il a laissé consciemment la déforestation illégale exploser, ce qui fait que maintenant l'Amazonie est littéralement une zone de non-droit. Les réseaux criminels autour de la drogue se sont mêlés à ceux autour de la déforestation illégale. Le nombre d'armes à feu a augmenté de 219% en 3 ans. En bref, c'est un vrai Far West. Dans cet article du Monde, cette conclusion par une chercheuse d'une ONG de protection de l'Amazonie est glaçante. En cas de victoire de la gauche, elle prédit un véritable embrasement de l'Amazonie si des politiques de protection de l'environnement sont remises en place, du fait de l'abondance des armes à feu. Je cite, « Les institutions traditionnelles ne seront pas suffisantes pour faire face à la déforestation. Il faudra certainement faire appel à l'armée. Ce qui nous attend, ce n'est pas une simple bataille, mais une véritable guerre. » Voilà, c'est assez fou ce qu'on peut détruire en seulement 4 ans au pouvoir. Nous verrons ce qu'il advient dans le futur. Troisième actu chaude, cette fois-ci direction l'Arabie Saoudite, qui vient d'obtenir l'organisation des Jeux asiatiques d'hiver de 2029. Alors vous en avez sûrement entendu parler. L'info paraît si absurde, des Jeux d'hiver dans un pays sans neige. La plupart des grandes compétitions internationales sont des désastres écologiques, mais là c'est d'un autre niveau. Mais en grattant un peu, on peut voir que ça reflète de grandes tendances. Les monarchies pétrolières du Moyen-Orient savent qu'un jour, il n'y aura plus de pétrole et que ce soit le Qatar, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et ici l'Arabie Saoudite, elles tentent toutes d'investir dans des secteurs de soft power de manière très agressive, notamment dans le sport. Et dans ce cas précis, ce qu'il faut regarder, c'est la ville où est prévue l'organisation de ces Jeux. Une ville ultra futuriste en train d'être construite, nommée The Line. La ville consisterait en une grande ligne de 170 km de long, entourée de murs de 500 mètres de haut, sans voiture et en plein désert. Elle se veut un modèle écologique, en contre-pied des villes occidentales polluées, où il n'y aurait pas besoin de réguler la température rien que par l'architecture. En plein désert, je rappelle. Et il est prévu que d'ici 2030, il y ait plus d'1 million d'habitants. Et ce n'est qu'une des 3 composantes d'un projet du nom de NEOM. NEOM, c'est l'expression même de la stratégie agressive de diversification des activités de l'Arabie Saoudite. C'est un projet totalement fou mené par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman, un vrai truc de science-fiction. Et ça c'est normal puisque dites-vous que l'idée de The Line, la ville linéaire de 170 km de long, lui serait venue lors d'un visionnage des Gardiens de la Galaxie. Ah, et j'oubliais, dans la ville, il est censé y avoir des taxis volants, des robots qui assurent la sécurité et l'aide aux personnes âgées. Enfin bref, tout ce que vous avez vu dans les utopies de science-fiction, c'est dans le projet. Et bien sûr, le projet se revendique écologique et culturel. Mais bon, c'est une vision écologique très discutable sur plein de points. Par exemple, à quel moment c'est écolo alors que des gratte-ciel vont être construits dans le désert? Bon, on rigole, mais ce projet prévoit quand même 500 milliards d'investissements, le PIB de la Suisse. Alors bien sûr, ce sera payé en partie par le pétrole, mais pas que. Mohammed Ben Salman cherche des investisseurs dans le monde entier. Mais sa réputation de tueur de journalistes, avec l'assassinat de Jamal Khashoggi en 2018, refroidit quand même beaucoup les Occidentaux. D'autant plus que le journaliste en question avait déclaré à propos de NEOM peu de temps avant de se faire assassiner, si jamais cela se passe mal, cela pourrait ruiner le pays. L'organisation de Jeux asiatiques pourrait permettre, eux, d'attirer des investissements venant de pays qui se soucient moins des droits de l'homme. Enfin bref, c'est à côté de cette ville ultra futuriste, qui se veut écologique, que se dérouleront des Jeux d'hiver avec que de la neige artificielle, dans une région où le manque d'eau engendre déjà des milliers de morts. Bienvenue en 2022, mais bon, vous commencez, je pense, à être habitués. Enfin, en dernière actu chaude, rendons hommage à Bruno Latour. Philosophe des sciences et sociologue français reconnu mondialement pour ses travaux, cette figure intellectuelle incontournable quand on parle d'écologie vient de décéder à l'âge de 75 ans. C'est le penseur français le plus cité dans le monde et de très loin. Je ne vais pas me risquer à résumer sa pensée dans une si courte vidéo, mais si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il dit dans ses livres, je vous redirige vers ses fils Twitter de Pierre Charbonnier,
lui aussi philosophe autour des questions environnementales et qui a côtoyé Bruno Latour. Les 3 thématiques principales de réflexion de Bruno Latour sont la vérité, et plus particulièrement comment est construite la vérité scientifique dans une société, la question de la modernité et l'écologie. Scientifique à part et aux opinions très tranchées, la nouvelle de sa mort a saisi la communauté scientifique et les défenseurs de l'environnement. Je terminerai cet hommage par une citation venant d'Où atterrir, comment s'orienter en politique, un de ses derniers livres. On ne comprend rien aux positions politiques depuis 50 ans si l'on ne donne pas une place centrale à la question du climat et à sa dénégation. Voilà, c'est par ces sages mots que se conclut cette actu chaude. Passons maintenant à la piscine, la partie recommandations, articles et vidéos YouTube. Tous les liens sont, je le rappelle, dans la description. À noter que tous les articles que je vais citer sont libres d'accès. Vous n'avez pas besoin d'être abonné pour y accéder. Et on commence avec cette actu étonnante que relaie Courrier International. En Écosse, à Glasgow, une salle de spectacle inaugure un système qui utilise la chaleur des corps dansants pour réguler la température du bâtiment. Ça m'a intrigué, et comme quoi, vous voyez, faire la sobriété, ça empêche en rien de faire la fiesta boum boum. On enchaîne avec un sujet beaucoup moins joyeux, un rapport de l'ONG Global Witness sur le nombre de défenseurs de l'environnement tués en 2021 et qui revient sur le nombre de morts globaux sur la décennie. En 2021, 200 défenseurs de l'environnement ont été assassinés, un peu moins que le record de 2020 avec 227 assassinats. Des chiffres sûrement sous-évalués de l'aveu de l'ONG. Une tendance se dégage, l'incroyable concentration de ces meurtres en Amérique latine. C'est simple, le podium est constitué du Mexique, avec 54 assassinats en 2021, la Colombie 33 et le Brésil 26. Le Brésil qui connaît une explosion du nombre d'assassinats ces dernières années, notamment dû au laisser-faire, comme on l'a vu plus tôt, de Bolsonaro. Et troisième article, Libération a choisi de vulgariser un rapport de l'association Negawatt qui propose 50 mesures de sobriété alternatives au plan de sobriété du gouvernement. Vraiment des superbes infographies et des mesures intelligentes, ça vaut le coup de jeter un œil. Et enfin, une petite recommandation vidéo, encore une vidéo du dessous des cartes. Mais que voulez-vous, ils font des super sujets. Cette semaine, l'émission s'attarde sur la question du nucléaire au niveau mondial, avec cette indécision, le nucléaire civil, énergie du passé ou de l'avenir. Un sujet qui nous sort des débats stériles autour du nucléaire en France, ça fait du bien et c'est très intéressant. Voilà, revue d'actu environnementale terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la page Instagram et à me faire vos retours en commentaire. À la semaine prochaine, salut!